Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro d'Intanto per l'Ambiente, votre rendez-vous d'information relatif à l'actualité et aux thématiques environnementales. Chaque mardi en alternance avec l'actualité méditerranéenne, un numéro entièrement consacré à la plateforme Starezo pour station de recherche sous-marine et océanographique où nous nous trouvons. La Starezo, c'est donc une plateforme scientifique fondée en 1972 par l'Université de Liège qui est depuis 1989 une société corse. Ici, une vingtaine de chercheurs et d'ingénieurs appuyés par des agents opérationnels, administratifs et techniciens travaillent quotidiennement. Il y a même un certain nombre de personnes qui sont en train de plonger, qui sont revenues de leur plongée il y a quelques instants. Quelques chiffres encore pour présenter ce site. Depuis 2012, la Starezo, ce sont plus de 3 millions d'heures d'enregistrement, 341 campagnes en mer, plus de 2377 profils de sondes, 1383 prélèvements de zooplancton, 5384 prélèvements de phytoplancton et 21 750 dosages de nutriments. Si vous n'avez pas tout compris sur ce que je viens de dire, on va se tourner vers nos deux invités qui sont là pour parler, pour nous expliquer les rôles et les missions de la Starezo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Il y a d'abord vous, Pierre Lejeune, vous êtes donc le directeur général du site de la Starezo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et puis à côté de vous, Jean-Laurent Masset, vous êtes chargé de mission au parc marin du Cap Corse, avec qui nous le verrons. La Starezo collabore beaucoup pour différents travaux, pour vos missions aussi. La Starezo est d'une grande aide, on le verra dans quelques instants. Pierre Lejeune, une première question avec vous. Vous insistez beaucoup sur le fait que l'histoire de la Starezo tient en fait en deux périodes bien distinctes. Oui, elle tient en deux périodes bien distinctes. La Starezo est née il y a 50 ans. Et ça a permis à la deuxième période, c'est-à-dire il y a un peu plus de 30 ans, d'hériter de ce beau bâtiment, mais surtout de prendre un certain nombre de décisions qui font qu'on peut comprendre aujourd'hui les missions de la Starezo. La Starezo d'aujourd'hui, elle est née il y a 32 ans à peu près. Elle est née de la volonté, de notre ADN, faire de la recherche fondamentale, mais d'installer sur place une équipe compétente et d'ouvrir cette équipe et d'ouvrir les résultats scientifiques de cette équipe à son environnement, c'est-à-dire l'île de Corse. Et vous allez comprendre pourquoi. À partir de travaux scientifiques fondamentaux, on s'est mis à travailler avec les pêcheurs, on s'est mis à travailler avec les aquaculteurs, on s'est mis à travailler avec les parcs marins et on s'est mis à travailler sur des thématiques comme la plaisance, l'accroissement de la plaisance, la dégradation des herbiers de Posidonie, etc. Est-ce que c'était moins le cas, du coup, entre 72 et 89 ? Oui, entre 72 et 89, il s'agissait d'une station marine créée de l'extérieur, avec des équipes qui passaient, qui venaient récolter des données. D'ailleurs, elles sont précieuses. Aujourd'hui, nous les utilisons, ces données. Mais il n'y avait pas d'implantation locale réelle et la volonté de faire de la recherche fondamentale, comme on prend un bateau et on va faire une recherche quelque part ailleurs dans le monde. Et donc, concrètement, là, pour que les gens comprennent bien, la Starezo, aujourd'hui, c'est quoi ? Un exemple concret ? À quoi ça sert ? Un exemple très simple, le 10 août, nous étions sur le plan d'eau avec les fameuses sondes dont vous parliez tout à l'heure. Ce sont des sondes qui servent à mesurer la température de l'eau de mer, la salinité de l'eau de mer et qui descendent jusqu'à 150-200 mètres de fond. Donc, ils nous donnent un profil de ce qui se passe dans la masse d'eau, dans la colonne d'eau. Nous étions le 15 et on constatait le soir devant les ordinateurs qu'on était devant une température et une canicule marine que depuis les relevés de 1980, nous n'avions jamais vues. Nous étions entre le 10 et le 15 août. Le 15 août, il se passe un événement. Nous avons des chercheurs internationaux qui nous alertent que des relevés satellitaires montrent que la température de l'eau a baissé drastiquement de 4, 5, 6 degrés, ce qui n'est pas du tout normal. Et donc, on regarde nos relevés, on transmet nos relevés à ces chercheurs internationaux. Et c'est exactement ce qui se passe ici, dans le port de Starezo et dans nos relevés de sonde. Bizarre. 3 jours plus tard, nous avons une remontée des températures. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on va analyser ça. Et 24 heures plus tard, nous sommes le 18 août, et nous prenons un événement majeur qui a perturbé, qui a touché, qui a été une catastrophe naturelle. Une tempête d'une rare violence qui a fait plusieurs morts. Qui a fait 5 morts en Corse. Nos anémomètres, nous avons une station météo qui mesure en permanence le vent, ont été calés à 180 km/h. Ils ne sont pas allés au-delà, mais normalement, ils auraient dû. C'est monté à 230, beaucoup de dégâts. Et le lendemain, nous étions de nouveau sur le plan d'eau.
le surlendemain, parce que je vous avoue que le lendemain, on était un peu perturbé. Le surlendemain, nous étions sur le plan d'eau et nous renvoyons nos sondes dans l'eau pour constater l'état de cette colonne d'eau. Voilà une mission de l'Astareso. Demain, nous allons analyser toutes ces données. Nous étions sur place, nous étions présents, nous sommes localement, nous ne sommes pas en train de parler de chercheurs qui vous parlent de la météorologie mondiale. Nous sommes en Balagne. Et c'est l'analyse de ces données, j'ai grand espoir qu'elle nous permette de nous demander qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait des signes précurseurs qu'on n'a pas pu analyser au bon moment, qui pourraient être les signes qui vont être l'alerte qui permettra demain à nos politiques ou à nos systèmes de surveillance d'alerter d'un tel événement parce que ça va se reproduire malheureusement. Et pourquoi pas donc ainsi l'anticiper grâce aux travaux aussi de l'Astareso. Jean-Laurent Masset, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes chargé de mission donc au parc marin du Cap Corse. Même question un petit peu, quel exemple est-ce qu'on pourrait donner? Comment est-ce que l'Astareso aide les travaux et les missions du parc marin? Nous, forcément, en tant que parc marin et donc en tant qu'aire marine protégée, notre travail, c'est de faire de la gestion, de gérer le milieu, d'accompagner les acteurs, les activités socio-économiques. Et donc pour tout ça, on a besoin d'emmagasiner de la connaissance sur diverses thématiques, sur les écosystèmes marins, sur leur évolution dans le temps et notamment en lien avec les changements globaux, mais aussi des connaissances sur les activités socio-économiques. Et donc, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, ces thématiques-là, elles font le cœur de l'Astareso. Et donc, nous, on a besoin de ces éléments de connaissance. Et donc, nous, on se tourne vers des scientifiques comme l'Astareso. Et on va mener des projets avec eux. Des projets sur diverses thématiques, sur les habitats, je dirais, pélagiques, donc connaître mieux le fonctionnement de la colonne d'eau, etc. Mais ça va être aussi des projets axés sur les activités de pêche de loisirs, sur une problématique liée au bruit dans l'eau, etc. Et en fait, tous ces éléments de connaissance, ils vont nous permettre d'alimenter les discussions de notre conseil de gestion. Et c'est ce conseil de gestion qui ensuite va prendre des décisions pour notamment mettre en place des évolutions réglementaires, mettre en place des mesures de gestion, etc. Et donc, on a vraiment besoin de ces éléments de connaissance qui sont vraiment la clé de nos discussions. Vous vous adossez donc aux éléments, aux études qui sont menées ici par l'Astareso. Avant de continuer les débats, on va s'arrêter plus en détail sur l'histoire de cette plateforme et sur son fonctionnement avec ce reportage de Solange Gradiagne et de Daniel Bansard. Vivre à l'Astareso, c'est comme rejoindre un navire, quitter le monde terrestre, se retrouver hors du temps. D'ailleurs, il suffit de faire un pas sur la jetée pour changer tous ses repères. Sous la surface, il suffit d'être attentif pour rencontrer de petits habitants. Girelles, Oblades, Castagnols s'offrent au regard des visiteurs. Cette station scientifique marine a toujours accueilli des stagiaires et des étudiants. Hector vient d'Espagne, c'est son premier jour de cours et il est déjà enchanté. Nous avons vu des éponges, beaucoup de poissons ici, et aussi de la plante de Posidonia oceanica, et beaucoup de choses jusqu'à en mer. C'est très incroyable. Il arrive souvent que leur objet d'étude se trouve juste sous leurs yeux, comme l'apparition soudaine d'un banc de dauphins près des côtes. Toutes les observations effectuées sont appuyées par des recherches une fois au bureau. Un bureau situé à l'air libre. C'est un des plus beaux avantages de ce lieu atypique, pouvoir étudier le milieu marin face à la Grande Bleue. Aux alentours de Stareso et la Révélate, ça offre vraiment une biodiversité importante et le bassin méditerranéen de manière générale est quand même un hotspot de biodiversité. Et c'est vrai qu'ici, rien qu'en allant un peu ici dans le port, on voit vraiment beaucoup d'espèces. C'est agréable de se lever, on peut aller un peu nager, et puis on a les cours, on fait les cours dehors, donc c'est un peu atypique comme ça, mais c'est une expérience. Les étudiants ont également des cours pratiques. Sur l'embarcadère, ils apprennent à faire plusieurs prélèvements. Ouais. Là, c'est bon. Voilà, tu dois le mettre à l'extérieur. Chaque année, 500 étudiants séjournent une ou plusieurs semaines à l'Astareso. Ils viennent de Corté, des États-Unis, du Japon, mais aussi de Belgique. Le lien avec ce pays a toujours été fondamental. Et pour cause, l'Astareso a été créée par l'Université de Liège en 1972 par un recteur, Marcel Dubuisson. Passionné par la mer, il cherchait un lieu en Méditerranée aux eaux cristallines et sans pollution. La presqu'île de la Révélate a s'est vite imposée.
Mais en 1988, l'Université de Liège cherche à faire des économies et se sépare de la Star Réseau. Le bâtiment scientifique quitte le giron du public et passe dans les mains du privé. Nous allons enrichir une structure d'accueil et d'équipement en moyens scientifiques et en hommes susceptibles de recevoir des chercheurs qui sont basés ailleurs et qui pourront donc exercer ici leur savoir-faire. Pierre Lejeune fait partie de ces scientifiques. Il a assisté à la transformation de la Star Réseau qu'il préside aujourd'hui. Quand il le peut, il partage son savoir avec les futurs océanographes. 10 kilos de zooplancton vont créer 1 kilo de sardines et 10 kilos de sardines vont créer 1 kilo de thon. Dès 1998, à la demande des collectivités locales, la Star Réseau s'ouvre sur les problématiques insulaires. Elle met le cap à la fois sur la recherche fondamentale et les applications socio-économiques. Si on parle du milieu marin, il y a le développement du tourisme avec le développement des stations d'épuration, il y a le développement du tourisme avec le développement de la plaisance, et puis les ancrages, et puis tous ces problèmes liés à la fréquentation du plan d'eau. Il y a évidemment des problèmes qui nous intéressent énormément, qui sont liés au changement climatique. Notre espoir est réellement de pouvoir fournir à nos décideurs politiques, à nos agences, des informations suffisamment étayées que pour qu'ils puissent étayer par ces informations de recherche fondamentale leur politique. Grâce à 50 ans de présence en Corse, la Star Réseau est devenue une mine d'or en termes de données scientifiques, notamment sur le changement climatique. Ces informations sont une référence en Méditerranée. Lovina est la spécialiste dans ce domaine. Régulièrement, elle mesure les composants chimiques de l'eau et la température. On va avoir des canicules sous-marines qui vont être de 3 degrés supérieures à la moyenne à cette époque-là, sur les 40 ans par exemple. Tout le corail, corail mou, corail dur, les bryozoaires, toutes ces espèces coralligènes en fait, qui vont particulièrement en pâtir de ces canicules sous-marines, de cette augmentation, et dont les populations, si elles le peuvent, si leurs niches écologiques le peuvent, vont se réfugier à des profondeurs plus basses. Alors, il y a des trésors ? Le plancton et le zooplancton font aussi partie des thèmes de recherche privilégiés. Oh, un gros copépode là. Oh, il est énorme lui. Waouh. En général, ce qu'on trouve le plus abondamment dans le zooplancton, ça va être les copépodes. Donc c'est des petits crustacés en fait qui sont les plus abondants et qui vont former notamment une source de nourriture pour toute la chaîne trophique. C'est pour ça que le plancton est vraiment un élément clé en fait de l'écosystème, parce que du tout petit, ça va venir nourrir le plus grand. Et c'est aussi donc une sentinelle, on va dire, de perturbations environnementales, notamment du changement climatique. Et du coup, d'où la pertinence de suivre ce compartiment-là. La Star Réseau se finance en organisant des formations universitaires, des stages et en accueillant des chercheurs venus du monde entier. Toutes les infrastructures sont déjà en place. Le phare de la Révélata, propriété de la Star Réseau, a été entièrement rénové et aménagé afin de rentabiliser la structure. Arnaud vient de l'Université de Liège pour quelques mois. Il fait partie des chanceux qui ont la possibilité de pouvoir admirer quotidiennement le panorama de la baie de Calvi et de la Révélata. C'est clair que c'est assez quelque chose de particulier de vivre à la station, donc en fait de vivre sur son lieu de travail, donc qui est assez unique, je dois dire, comparé à d'autres métiers. On perd souvent un peu la notion du temps, des jours de la semaine, du week-end. Les horaires ne sont pas 9-17 tous les jours, ils sont beaucoup plus... certains jours, bien sûr, ce sera le cas, mais certains jours imposeront que ce soit 19-20 heures et les week-ends pour préparer les différentes missions de la semaine à suivre. Ça fait du bien aussi parfois d'être complètement en fait, immergé et de se concentrer uniquement sur son travail, le milieu marin, et de rester dans un endroit assez préservé comme ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute, je suis assez privilégié de pouvoir vivre une telle expérience et loger dans un bâtiment aussi unique qu'un phare au sommet d'une presqu'île. Isolés de tout, immergés entre mer et maquis, plongés dans leurs recherches, ces jeunes scientifiques finissent par avoir quelques hallucinations. Il y a beaucoup d'animaux qui te parlent, hein. Les poulpes, les sangliers. Les sangliers me parlent aussi. J'ai l'impression qu'il y en a encore un autre qu'on a oublié dans la liste.
Pierre Lejeune, on vient de l'entendre dans ce reportage, il y a donc de nombreuses études qui ont été menées ici même depuis 50 ans. Vous parliez aussi tout à l'heure d'études qui sont plus relatives à l'actualité, les changements climatiques notamment. Vous parliez même peut-être de pouvoir anticiper à terme des événements comme ceux qu'on a pu connaître le 18 août dernier. Finalement, on sort même du domaine marin là. On sort du domaine marin, simplement il faut savoir que dans Starezo, il y a le mot eau, océanographique. Et les événements que nous connaissons aujourd'hui trouvent leur source bien sûr dans des événements atmosphériques étudiés par des spécialistes que nous ne sommes pas, des météorologues et autres. Mais l'énergie qui va alimenter les systèmes qui vont provoquer ces événements majeurs vient de la mer. On connaissait très bien ces phénomènes-là du côté tropical, on les connaissait moins en Méditerranée. Et aujourd'hui, le fait d'étudier en continu la situation de la colonne d'eau, parce que ce qui est important, par exemple, par rapport à la température, c'est bien sûr la température de surface, mais c'est aussi ce qu'il y a en dessous. Et notamment la quantité d'énergie qui est accumulée par ce réchauffement climatique dans la masse d'eau, parfois jusqu'à 60-70 mètres de profondeur. Et vous, du coup, au Parc Marin, forcément, vous attendez le résultat de ce genre d'études pour être dans l'anticipation et pour mener encore plus facilement vos missions, j'allais dire. Pour être dans l'anticipation, et notamment je rebondis juste par rapport à ces relevés-là, nous, il faut savoir aussi qu'on a des bouées. Enfin, pour l'instant, on n'en a qu'une qui est mise en place, mais on a vocation à en mettre 3, qui enregistrent en fait de la donnée tous les quarts d'heure. C'est des bouées qui sont situées en eau, dans la mer, et qui vont relever toutes sortes de paramètres physico-chimiques, température, salinité, oxygène, etc. Et en fait, ces données vont être très intéressantes sur le long terme. On va certainement pouvoir capter les différentes évolutions qui vont se manifester dans les prochaines années. Et donc ça va être des données précieuses pour comprendre vers quoi on se dirige, et notamment pour l'anticipation. Nous, en fait, on va peut-être pas anticiper les événements majeurs, mais on va anticiper d'un point de vue écosystème, c'est-à-dire comprendre quelles espèces vont être le plus impactées par les changements globaux, mais également les activités socio-économiques. Je pense par exemple à la pêche, mais on voit des espèces nouvelles qui arrivent, qui potentiellement vont prendre le pas sur d'autres. Donc peut-être que notre travail, ça va être aussi d'accompagner les pêcheurs professionnels en leur disant, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, les espèces que vous pêchez aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir se tourner vers d'autres espèces, parce que celle que vous pêchez aujourd'hui, peut-être qu'elle va se raréfier. On a vu notamment le crabe bleu qui notamment le crabe bleu qui est vraiment au cœur de l'actualité. Et c'est une espèce justement où des questions se posent. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au crabe bleu ? Comment les activités de pêche doivent s'organiser pour justement faire face, ou plutôt bénéficier de ce crabe bleu. Le crabe bleu qui prolifère donc dans les étangs corses et qui substitue presque certaines espèces qui étaient là jusqu'à présent. Alors la Starezo donc apporte un certain nombre d'éléments au parc. Est-ce qu'inversement le parc peut aussi être d'une aide quelconque à la Starezo ? Est-ce que la collaboration marche dans les deux sens ? Je pense qu'on est d'une certaine aide à la Starezo, déjà par rapport au nombre de projets qu'on mène en collaboration avec Starezo. Et effectivement, les données qu'on récolte via les projets qu'on mène avec la Starezo, c'est aussi des données précieuses justement qui permettent de comprendre et qui permettent à la Starezo de comprendre justement comment le système évolue, comment tel ou tel compartiment des écosystèmes évolue face aux changements globaux. Donc oui, je pense qu'on est un partenaire privilégié de la Starezo, tout comme la Starezo est un partenaire privilégié du parc. À part le parc marin, avec quelle autre institution, publique ou privée, est-ce que la Starezo a l'habitude de travailler ? On travaille comme on travaille avec le parc. On va travailler avec l'Office de l'environnement de la Corse très fréquemment. On va travailler avec le comité régional des pêches. On va travailler avec le syndicat des aquaculteurs. On va travailler avec les associations des ports de plaisance. Et puis de manière générale, le projet phare de Starezo, qui est le projet Stare Cap-Med, qui est cet observatoire à la fois climatique mais aussi de la biodiversité, qui peut se déployer tous les jours, puisqu'on est là tous les jours. Il est soutenu par la collectivité de Corse et par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Donc on est directement branché sur l'attente, je crois, de nos décideurs politiques. Simplement, eux sont dans un mouvement qui n'est pas toujours très facile de paralléliser avec le scientifique, mais je suis intimement convaincu qu'ils sont très attentifs à ce que nous faisons. Et donc tous ces acteurs, la Starezo, le parc marin, l'Office de l'environnement de la Corse, les pêcheurs travaillent donc en symbiose pour essayer de comprendre mieux les évolutions de notre environnement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce numéro d'Intanto Pel Ambiente consacré donc à la Starezo, alors que d'autres de vos chercheurs et ingénieurs sont actuellement en train de plonger pour continuer leur travail. Merci aussi aux équipes techniques de France 3 Corse via Stella qui ont rendu possible la réalisation de cette émission dans ce cadre formidable. Tout de suite, la suite de l'information avec le Corsigazer.